Où acheter ou investir en immobilier? Quand est-ce que tu dois acheter? Quel est le meilleur moment de l'année? On va également se poser la question de la résidence principale. Est-ce que tu dois rester locataire? Est-ce que tu dois acheter? Et je vais aussi te partager mon analyse un petit peu du marché immobilier français. Alors d'habitude sur cette chaîne on parle plutôt de business et plutôt de fiscalité. Si tu me connais de près tu le sais, j'avais été rentier immobilier, j'avais 45 lots, j'ai même été marchand de biens. J'ai donc décidé, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, à te faire du contenu sur l'immobilier. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, je vais te faire une série de 3 vidéos. Aujourd'hui on va parler du marché immobilier français de manière générale, où acheter, quand acheter. Dans la prochaine vidéo on va voir comment trouver un bien rentable, et enfin dans la dernière série de ces 3 vidéos on va voir comment faire pour ne pas payer d'impôts sur tes loyers, notamment à titre personnel. Comme d'habitude, si tu veux travailler avec moi, tout sera dans la description. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter pour recevoir du contenu exclusif. Et si jamais tu veux en savoir plus sur l'immobilier, je t'ai fait un livre complet à ce sujet-là qui fait à peu près 110 pages. Tu sauras tout pour comment bien investir dans l'immobilier et tu verras, je te le laisse découvrir. Je t'ai mis ça à un prix totalement dérisoire. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, et en tout premier lieu, je vais te faire une analyse selon moi du marché immobilier français, et on va se poser la question de quels ont été les facteurs notamment qui ont soutenu la hausse du prix de l'immobilier. Tu regardes sur les dernières années, on l'a vu, l'immobilier a plutôt augmenté. Bon, t'as juste à demander à tes parents ou à tes grands-parents quel prix ils ont acheté leur immobilier et le comparer à ce que toi tu l'as acheté aujourd'hui. Donc j'ai noté différents éléments. La première chose qui a soutenu cette croissance du marché immobilier, c'est le foncier, la rareté des terres. C'est tout simple, au niveau mondial, au niveau terrestre, il y a de moins en moins de terres constructibles, et tu pourras aussi le voir au sein même d'une commune, notamment quand tu vas regarder les plans d'urbanisme, on a de moins en moins de terrains constructibles, ce qui fait que l'immobilier, notamment le foncier, a pris de la valeur. En deuxième point, qu'est-ce qui a fait également l'augmentation des prix de l'immobilier? C'est tout simplement la hausse des salaires. Les gens gagnant plus d'argent, ils avaient plus de capacité à investir dans l'immobilier. On a également la démographie. Il faut savoir que la France, c'est un des pays les plus dynamiques d'Europe, notamment avec le taux de natalité qui est un des plus importants en Europe, ce qui a bien évidemment soutenu le renouvellement, les déménagements, et aussi, on va dire, le renouvellement du parc immobilier, ce qui a soutenu cette croissance de l'immobilier. Et bien évidemment, un des derniers points, c'est on a eu l'inflation. Au moment où je te fais cette vidéo, on est en plein dedans, mais l'inflation de manière générale, et aussi le fait qu'on imprime énormément de monnaie, dans ce cas-là, ça va rajouter de la masse monétaire, et donc les actifs, notamment l'immobilier qui est dans la tête des gens une valeur refuge, a également augmenté. On aurait aussi pu rajouter les taux qui étaient très bas. Alors aujourd'hui, au moment où je te fais cette vidéo, c'est assez faux parce que les taux ont tendance à augmenter. D'ailleurs, ça fait à peu près un an que je me trompe, parce que ça fait depuis un an que je disais que l'immobilier allait baisser. Alors pour moi, il va pas s'écrouler, mais il va baisser pareil petit à petit. Et pour l'instant, j'avais tort. Mais en tout cas, voilà tous les éléments qui soutiennent le marché immobilier français. Il faut savoir, petite anecdote, la durée moyenne de détention d'un bien en France est de entre 7 et 10 ans. En fait, pour faire simple, à chaque époque de notre vie, on va détenir un bien immobilier, par exemple, entre 30 et 40 ans. Admettons que tu rentres sur le marché du travail à 20-25 ans. Tu vas acheter ton premier bien immobilier à 30 ans. À 40 ans, tu vas peut-être avoir des enfants. Dans ce cas-là, tu vas acheter une maison. À 50, 60 ans, les enfants vont être partis. Dans ce cas-là, tu vas racheter une petite maison ou un petit appartement. Et puis après, parfois, des fois, on finit en maison de retraite et on vend la maison. Mais quand on prend les études, la durée moyenne de détention d'un bien de la résidence principale est entre 7 et 10 ans. Ça, c'était le premier point. C'était pour l'analyse du marché immobilier français. Deuxième point qu'on va se poser, deuxième question qu'on va évoquer ensemble, c'est quel est le meilleur moment pour acheter en immobilier pendant l'année? Quand acheter? En fait, il y a une légère saisonnalité en immobilier. Alors les variations de prix, je te l'ai noté, sont de 0 à 0,1 à 2% en moyenne de variation de prix en immobilier, mais on a quelques variations. Et je vais t'expliquer comment évolue le marché immobilier français. En fait, il faut savoir que la grosse période, la plus haute du marché immobilier français, là où on va dire on a le plus de demandes d'achat et de transactions, c'est au printemps et à l'été. En fait, au printemps, pourquoi? Parce que les jours rallongent, les gens sortent de l'hiver, donc on a souvent une meilleure humeur, les gens veulent également faire leurs transactions avant les vacances d'été, ils veulent prévoir les déménagements, etc. Donc on a une légère hausse du marché immobilier, en tout cas du nombre de transactions au printemps. Cette hausse, souvent, elle se poursuit à l'été. Pourquoi? Parce que les gens veulent préparer la rentrée, ils veulent profiter des vacances pour déménager. Puis comme d'habitude, les jours rallongent, il y a de la bonne humeur. Donc à ce moment-là, on a envie d'investir. Et à contrario, notamment en automne, on a un début de baisse des transactions, tout simplement parce qu'il y a les vacances qui sont passées par là, il y a aussi les impôts, il y a aussi les préoccupations de la rentrée. Les jours commencent à diminuer. Puis tu l'as compris, en hiver, on est vraiment sur un marché stagnant. C'est là où on va avoir le moins de demandes d'achat et le moins de demandes de transactions. Après, c'est tout simplement du bon sens. Quand tu veux investir dans l'immobilier, même si tu l'as vu, les variations sont assez minimes, il vaut mieux se placer à contre-courant de ce marché, c'est-à-dire qu'il va mieux valoir chercher à acheter ou à investir plutôt en automne et en hiver, et à chercher plutôt à revendre ses investissements ou à revendre son bien immobilier au printemps et à l'été. Comme d'habitude, il faut mieux réfléchir à l'inverse de ce que tout le monde fait. Je te le redis, les variations sont assez minimes, mais plutôt on achète en automne et en hiver et on revend au printemps et en été. Troisième chose qu'on va voir ensemble, et bien évidemment, je vais te parler d'un investissement locatif. On va pas parler d'un achat-revente. D'ailleurs, si ça t'intéresse,
t'intéresse, t'as juste à me le mettre en commentaire et on fera une vidéo sur l'achat-revente ou sur d'autres sujets en immobilier. Mais là, on va se poser la question de où est-ce que ça peut être intéressant d'acheter et où est-ce que ça peut être intéressant de louer. Alors, il faut savoir en fait que les prix des loyers n'augmentent pas aussi vite que les prix des achats. C'est-à-dire que le marché acheteur-vendeur évolue plus vite que le marché des locataires. Si tu veux, ça fait deux courbes et je vais te prendre l'exemple avec une ville A type Paris et une ville B type ville secondaire. On va prendre l'exemple d'un 50 mètres carrés dans 2 pièces. Imaginons que tu es à Paris, grosso modo, je vais simplifier les calculs, un 50 mètres carrés, ça va te coûter 500 000 euros, d'accord? Si tu mets en location, tu vas pouvoir louer 30 euros du mètre carré, donc tu vas pouvoir le louer à peu près 1500 euros. Et si tu devais faire un crédit vraiment à la louche sur 20 ans, ça va te coûter 2500 euros. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur la ville de Paris. Maintenant, si on se place pareil avec ce 50 mètres carrés, ce 2 pièces dans une ville secondaire, une ville de seconde zone, dans ce cas-là, on va peut-être avoir un prix au mètre carré à 2000 euros, donc ton appartement va te coûter 100 000. Si tu le mets en location, on va prendre 10 euros du mètre carré, tu vas pouvoir louer 500 euros et ton crédit sur 20 ans, il va être de 500 euros. Alors, c'est là où je vais t'amener vraiment cette piste de réflexion. Dans cette zone qui est très chère, d'accord, pour moi, ça va être plus intéressant d'être locataire pour différentes raisons. Si demain, tu dois déménager et que tu mets ton appart en location, et ben, ça va te coûter de l'argent tous les mois. Et puis également, s'il y a une baisse de l'immobilier, ne serait-ce que de 1%, 2%, 5%, voire même 10% en cas de baisse brutale de l'immobilier, ben moi, je préfère perdre 10%, 200 000 euros que 10% de 500 000 euros. Alors, cet exemple n'est pas valable si tu mises sur une plus-value à long terme ou si tu veux vraiment miser sur un achat type patrimonial, mais en tout cas, vraiment en raisonnement de type investisseur et notamment investisseur locatif, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il vaut mieux acheter dans les zones peu chères, d'accord? Il vaut mieux rester locataire dans les zones chères. Et en plus, tu vas éviter de manger ta capacité d'endettement sur les zones chères et tu vas pouvoir l'investir et notamment avoir des biens dans une zone pas chère. Pour faire simple, moi, je préfère être locataire à Paris et avoir 2, 3, 4 biens en investissement en province que être propriétaire à Paris et avoir ma capacité d'endettement totalement bloquée. Ce qui va nous amener à basculer sur la dernière partie de cette vidéo, c'est est-ce que je dois louer ou est-ce que je dois acheter ma résidence principale? Alors, on va parler de la résidence principale et on va se placer du côté de la résidence principale en tant que passif, c'est-à-dire en tant qu'actif improductif, et on va voir comment tu vas pouvoir rendre ta résidence principale en tant qu'actif. Alors, la résidence principale en tant que passif, ça va être un actif improductif. En fait, ça va être un passif. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des charges à payer. Je te les ai notées. Tu vas notamment avoir la taxe foncière. Bien évidemment, tu vas avoir des frais de notaire, des charges de copropriété, des impôts fonciers, etc. Donc ça va te coûter de l'argent. Ça va être un passif. Ensuite, on l'a évoqué, notamment si tu achètes dans des villes chères, tu vas empiéter sur ta capacité d'emprunt. C'est-à-dire que toutes les sommes, tout ton apport ou toute la capacité que tu as à t'endetter, que tu auras mobilisé pour ta résidence principale, tu ne pourras pas le mobiliser pour faire d'autres investissements. Ensuite, bien évidemment, il y a la notion de coup de cœur et c'est normal. Quand tu vas habiter chez toi, que ça va être un petit peu ton cocon, et ben tu ne vas pas compter, tu vas mettre une belle cuisine, tu vas mettre une belle salle de bain, tu vas mettre des beaux matériaux. Et donc dans ce cas-là, tu ne vas pas raisonner à titre d'investisseur. J'attire ton attention, là je te donne vraiment un raisonnement d'investisseur et voilà pourquoi le coup de cœur va être un passif pour ta résidence principale. Et ensuite, bien évidemment, il va y avoir une perte de mobilité géographique. Imaginons que tu achètes un bien dans un endroit et qu'on te propose une opportunité professionnelle ou que tu as envie de déménager à l'autre bout de la France, voire même dans un autre pays. À ce moment-là, ta résidence principale va te bloquer, tu vas avoir une perte de mobilité géographique. Maintenant, on va se placer de l'autre côté et on va voir la résidence principale en tant qu'actif, c'est-à-dire comment ça va pouvoir te générer de l'argent à court terme ou à long terme. Bien évidemment, tu vas rembourser du crédit, donc tu vas rembourser du capital. C'est comme si tous les mois, tu rachetais des petites parts de ta maison, donc tu capitalises le jour où soit tu revends ta maison ou soit par exemple tu décèdes, et ben tu auras légué un héritage. Donc tu vas avoir cet amortissement du crédit, du capital, des petits bouts de maison tous les mois. Bien évidemment, tu peux aussi miser, et c'est là où ça devient intéressant dans l'achat-revente, c'est notamment ce qu'on faisait en marchand de biens, mais on va générer une plus-value, donc soit à court terme, soit à long terme. On va par exemple miser sur cette maison parce que le fait de faire des travaux et peut-être que la revente dans 5 ans, 10 ans, on va pouvoir générer une plus-value ou peut-être parce qu'on a choisi un beau quartier, une belle ville, etc. Mais ça peut devenir un actif si tu mises sur la plus-value à long terme. Et ensuite, bien évidemment, ça, c'est aussi, tu peux la mettre en location, que ça soit la totalité de ton bien, mais dans ce cas-là, c'est ni plus ni moins qu'un investissement locatif, ou une partie de ton bien. Si par exemple, tu as une maison avec une extension, tu peux très bien mettre une partie de ta maison en location, que ça soit en courte durée, longue durée, colocation, etc. Donc voilà un petit peu les différentes subtilités sur la résidence principale en tant qu'actif ou en tant que passif. Alors voilà, je t'ai fait une vidéo, je te le redis, il va y avoir une série de 3 vidéos. La prochaine sera sur comment trouver un bien rentable et la dernière sur comment ne pas payer d'impôts sur tes loyers en immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire péter un grand like, que ça soit pour moi et aussi pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel pour que la vidéo soit plus sympa pour toi. Si jamais tu veux d'autres contenus sur l'immobilier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et puis moi, il me reste à toi de te souhaiter une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.